Bonjour à tous donc avec un retour rapide sur l'UFC 253. Je dis rapide, je me rends compte que j'ai pas des masses de trucs à dire. Première chose, retour sur les pronostics que j'ai fait, notamment ceux sur lesquels je pensais qu'il y avait moyen de faire tomber des cotes ou de faire des trucs. Globalement, ça s'est bien passé puisque si vous avez suivi mes paris, vous avez gagné de l'argent. En tout cas, ça a été mon cas. Il y a eu deux paris qui ont merdé. Le reste qui a bien fonctionné. Donc Adesanya a bien effectivement gagné, même si ça a été plus facile que ce que je pensais. Je pensais quand même que Paulo Costa allait combattre différemment et j'avais dit attention parce que Paulo Costa risque d'avoir une approche différente tactique. Ça a été le cas, mais pour le coup, il n'a pas mélangé suffisamment avec les takedowns et à mon sens, ça a été un peu compliqué. Je vais redétailler un peu plus tout à l'heure. Là où je suis très content, c'est qu'il y a effectivement eu la grosse surprise que j'avais annoncée, la victoire de Brandon Royval contre Kai Kara-France par soumission. C'est ce qui s'est passé, même s'il aurait pu gagner par KO aussi. En tout cas, victoire de Royval, c'était une grosse cote, 2,82 je crois, la cote au moment où j'ai fait le pari, ce qui fait qu'il était vraiment pas favori. Je vous mets au défi de faire tomber une cote comme ça sans parier sur tous les outsiders, hein, sans perdre de l'argent sur la soirée. C'est pas évident. Kathleen Vieira a bel et bien gagné, même si ça a été un peu compliqué aussi. Très compliqué pour Brad Riddle aussi, qui a gagné dans un combat où, pour le coup, j'ai trouvé Alex Da Silva vraiment intéressant. Il l'a bien embêté sur les takedowns et tout ça. Donc bon, je vais pas détailler sur ces combats-là parce que je pense que c'est pas les combats qui vous intéressent le plus. Donc je vais revenir sur les trois matchs principaux. Mais Brad Riddle a été convaincant sur le striking, mais il a été vraiment embêté par les takedowns au début. Donc je pense pas que c'est un si gros prospect que ça à l'arrivée parce que je pense qu'il est prenable sur l'aspect lutte. Et puis alors là où ça a merdé, Shane Young a perdu par KO contre Ludovic Klein. J'avais dit que Klein c'était un power striker et qu'il fallait faire attention. Surtout en début de match, c'est que comme il avait ce côté pressure fighter, Shane Young, il pouvait éviter les kicks, fatiguer Klein qui en plus avait loupé le poids, etc. Le problème c'est qu'il n'a pas mis la pression, donc Klein n'a pu le mettre KO, ce qui ne m'étonne pas vraiment. En fait, sans pression, si je m'étais dit Shane Young n'est pas un pressure fighter, il va se prendre un KO. Je pensais que c'était un pressure fighter, je pense toujours que c'en est un, mais là sur ce combat-là, il n'a pas mis la pression dès le départ, il s'est fait mettre KO assez rapidement. Attention à Ludovic Klein, hein, debout, il est vraiment dangereux, on a pu le voir, parce que Shane Young n'est pas mauvais. Et l'autre match où ça a merdé, alors là par contre j'étais fou devant ma télé, c'est Alexa Camur contre, je sais plus comment il s'appelle son adversaire, William Knight. Alors là j'ai pas compris, parce que c'est un striker, Camur, il s'entraîne avec Miocic, il est bon en boxe, et il avait un adversaire qui était plus petit que lui, plus lent que lui. Donc debout c'était vraiment bien quoi. Et il a passé son match à faire du clinch, et à un moment donné son coach lui dit entre deux rounds, mais arrête d'aller au clinch, reste debout et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 5 secondes de striking, boum, il va au clinch. Et il s'est fait battre dans le clinch, en amené au sol, etc. Il a perdu le match. Et j'étais dégoûté, parce que je me dis, mais au moins il est dominé 2 rounds par le clinch, dernier round, tu tentes debout. Et je pensais vraiment que même sur un round, il pouvait le mettre KO son adversaire. Et en fait, on ne saura jamais ce qu'il était capable de faire. Et là, je me dis qu'il est vraiment fébrile d'un point de vue mental, tactique. Et donc, je pense pas qu'il fera grand chose, Camur. Knight non plus, hein, je vous rassure. Donc, aucun des deux vainqueurs, enfin, des deux combattants, pour le coup, il n'y a pas de deux vainqueurs. Aucun des deux combattants ne fera grand chose, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est un peu le gros truc de la soirée, c'est que la plupart des prospects n'ont pas été très convaincants, en dehors de Brandon Royval contre Kai Kara-France. Donc je vais tout de suite aller parler de ce combat-là, parce que Kathleen Vieira a été plus limité que prévu. Brad Riddle a eu beaucoup plus de mal que prévu. Jake Matthews contre Diego Sanchez, bon, c'était bien, mais il n'y avait rien d'extraordinaire à raconter non plus. Donc je vais pouvoir gagner du temps et aller sur les trois matchs principaux. Alors je vais commencer. Kai Kara-France contre Brandon Royval. Alors j'avais bel et bien pronostiqué la victoire par soumission de Brandon Royval. Il est très dangereux en soumission, mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce combat, c'est qu'il n'a pas peur d'aller mettre la pression et de striker avec quelqu'un qui est très fort en striking. Il a été sonné à un moment donné, il a eu la présence d'esprit de faire un spinning elbow, et il a touché très solidement Kara France. Je pensais qu'il allait gagner par KO suite à ça, c'était un match très palpitant, vraiment super. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que même quand l'autre revenait, quand Kara France commençait à revenir, il n'a pas lâché la stratégie qui a été bonne pour lui au départ, malgré qu'il ait pris ce knockdown. Parce que des fois, les mecs ont une stratégie un peu offensive, ils se prennent un knockdown, et même si ça semble être la bonne stratégie, ils se disent putain, j'ai pris un knockdown, j'arrête les conneries. Là, il a eu raison de continuer. Ça a poussé Kara France à tenter un takedown, et sur la tentative de takedown, il a pris la soumission, donc la guillotine. On a vu qu'il était très bon en soumission, de toute façon, je l'avais vu avant ça. Il a beaucoup de victoires par soumission. Il est très grand pour la catégorie, il est jeune, un peu moins que Kara France, mais il est jeune, il doit avoir 27 ans, je sais plus, j'avais noté ça. Mais il est encore relativement jeune. Il est spectaculaire, donc il pourrait avoir aussi des gros matchs plus rapidement par l'UFC. Une division flyweight qui est un petit peu timorée en ce moment.
Il y a 2 semaines, j'avais découvert, où David Dvorak s'était confirmé, le Tchèque. Là, on a Brandon Royval. Il y a vraiment des combattants intéressants de cette catégorie. Bientôt, il y aura un autre combat entre deux contenders flyweight, je vous en parlerai plus tard. Il y a Garbrandt contre Figueiredo pour le titre. La division flyweight reprend des couleurs vraiment avec ces combattants-là. Carl France, ça reste un combattant spectaculaire qu'on pourrait retrouver. Donc, division qui commence à prendre un vrai intérêt et à suivre Brandon Royval parce que je pense qu'il a le potentiel pour être potentiellement champion. Potentiel pour être potentiellement, c'est un peu redondant, mais vous avez compris. C'est-à-dire on reste prudent, mais il y a moyen qu'il devienne champion, il y a moyen qu'il ait ce niveau-là. En tout cas, là, je pense qu'il rentre dans le top 5 des flyweight aujourd'hui avec cette victoire sur Kai Kara France. Je crois pas trop en Kai Kara France, pour être honnête. Il a pas réussi à avoir des longues séries de victoires. Il a toujours une défaite qui venait parasiter. Je pense que c'est un bon combattant, mais c'est pas. Il pourrait être un bon gatekeeper, un mec intéressant, un nom qu'on connaît dans la division, avec un combattant qui fait des combats spectaculaires. Mais je pense pas qu'il a le niveau pour faire des séries de victoires et avoir le titre et tout ça, comme a pu le faire Figueiredo avant, ou Demetrius Johnson, ou même Cerudo, ou quoi. Et là, Royval est en train de construire ça. Donc voilà, intéressant. Et Royval, il est grand pour la catégorie, et il serait même grand pour les bantamweight. Donc ce gars-là, on peut mettre une pièce sur lui aussi, qui peut être un combattant très embêtant chez les flyweight, mais peut-être plus tard aussi chez les bantamweight, si jamais il est un peu limite pour faire le poids. Deuxième match de la soirée le plus important, c'était le match pour le titre lightweight entre Jan Blachowicz et Dominick Reyes. Alors là, c'était intéressant parce que, grosse surprise, j'avais pas osé parier sur Blachowicz, même si je l'aimais bien. Je me disais, bon, ça va quand même être chaud, je voyais plutôt Reyes gagner. Je me suis trompé là, mais j'avais pas parié, j'avais pas dit qu'il fallait parier parce que Reyes, la cote était trop basse, donc il fallait pas parier sur Reyes. Quitte à parier, il valait mieux parier Blachowicz de toute façon. C'est facile à dire maintenant, mais même avant le match, je l'aurais dit. Je veux dire, à un moment donné, quand t'as un mec qui a une cote de 1,30 alors que c'est quand même risqué, faut faire gaffe. Alors, j'avoue que je suis pas un suffisamment gros expert pour exactement savoir comment Blachowicz a gagné son match, mais pour moi, ça s'est joué sur deux trucs. D'abord, c'est la position des jambes avant, parce qu'on avait une garde de gaucher contre une garde de droitier, et le duel de la jambe avant est très important pour tout le temps avoir la position intérieure et avoir les meilleurs angles pour les frappes. Ça, c'était important, et Blachowicz a vraiment gardé une bonne distance et une bonne position face à Reyes, et c'est un point où l'expérience de kickboxing de Blachowicz est beaucoup plus grande, et je pense que ça lui a beaucoup été utile. Mais là où ça a été plus intéressant, c'est la manière dont il faisait des explosions de combinaisons, qu'il finissait par un kick du gauche, et ça empêchait Reyes de contrer, ce qui est quelque chose qui faisait beaucoup Reyes. À côté de ça, Reyes a beaucoup déjoué, je pense qu'il était fébrile parce que Blachowicz était bien en place. Il n'a pas été aussi agressif que d'habitude. Et on avait le sentiment que Blachowicz l'attendait en fait. Et souvent, ce qui se passe quand tu as un combattant qui est bon en défense, et on l'a vu aussi avec Paulo Costa contre Adesanya, c'est qu'au bout d'un moment, même s'il prend pas des gros dommages, comme il voit qu'il est dominé dans le round, bah, il commence à tenter une attaque un peu n'importe comment. Et c'est là qu'il peut se faire cueillir. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est plus net avec Paulo Costa, mais pour moi, les deux matchs, c'est un peu la même chose. Évidemment, c'est plus net avec Paulo Costa parce que la domination d'Adesanya était plus nette avant le KO. Et l'ouverture que Adesanya s'est trouvée est plus évidente. Il a vraiment mis un coup alors que la tête était découverte à la tempe. C'était vraiment violent. Là, fallait aller chercher le KO quand même pour Blachowicz. Il a plus de mérite quelque part au niveau du moment où il trouve le knockdown. C'est assez marrant quand même de constater un truc, c'est qu'avant le match, mon imagination avait du mal à visualiser Blachowicz mettre KO Reyes. Par contre, j'imaginais facilement Reyes mettre Blachowicz KO. L'image, je la voyais. Là maintenant, j'arrive plus à la voir, l'image de Reyes qui met Blachowicz KO. Blachowicz a pris un peu une aura de mec qui a une bonne défense et qui est dur à mettre KO. Et je pense que ce gars-là, le seul match qu'il a perdu sur ses 9 derniers matchs, c'est contre Thiago Santos par KO. Et il a pris le KO dans un troisième round où il s'est mis à avancer de façon un petit peu chaotique et il s'est fait punir. Et je pense que ce gars-là, s'il s'en tient là où il est bon, il est sérieux, il sera pas forcément toujours excitant, mais il sera toujours très très dur à battre. Ça sera toujours très serré. Donc attention à Blachowicz. Et alors là où moi je trouve ça super intéressant ce match, c'est que, cette victoire, ce résultat, c'est deux choses. La première, j'adore ce genre de champion. On avait eu ça avec Michael Bisping ou Robbie Lawler. Des mecs qui deviennent champions très tard dans leur carrière après avoir connu des hauts et des bas. Et du coup, on a vraiment l'impression qu'ils le méritent parce qu'ils ont eu de l'abnégation, ils ont été besogneux, ils ont appris de leurs erreurs et tout ça. Je trouve que c'est des très belles leçons. Et c'est souvent des combattants qui me sont sympathiques. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'aimais beaucoup Michael Bisping, c'est un de mes combattants préférés de tous les temps. J'aimais beaucoup Robbie Lawler. Pour moi, le règne de champion de Robbie Lawler, c'est le plus excitant de tous les temps.
Je sais pas si la suite pour Blachowicz va être vraiment excitante ou pas, mais je trouve que ça donne un règne de champion qui est très curieux. Parce que demain, Blachowicz, il va peut-être défendre contre, par exemple, si Glover Teixeira bat Thiago Santos, on pourrait se retrouver avec Glover Teixeira gagne Blachowicz pour le titre. Donc deux vétérans, Glover doit avoir 40 ans, Blachowicz il a 37 ans, il en aura peut-être 38 à ce moment-là, qui sait, je connais pas sa date de naissance. Deux mecs qui a 4-5 ans, on se disait, bon, eux, ils seront jamais champions, mais c'est des combattants, ouais, on va les regarder, mais ils seront pas champions. C'est vraiment surprenant. Et le deuxième effet, il est encore plus intéressant. J'avais dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps que j'imaginais bien Yoel Romero passer en light heavyweight. Et je pense que quand tu as un champion qui a l'air prenable par les autres combattants des différentes catégories, ça attire des combattants dans la catégorie en question. Là, il y a des mecs, ils doivent se dire, bon, Adesanya, ça va être compliqué. Par contre, Blachowicz, je me vois bien le battre. Et des mecs comme par exemple Yoel Romero ou Paulo Costa qui sont déjà très cotés et qui sont un peu starisés dans leur catégorie de poids, ils savent qu'avec une victoire chez les light heavyweight, ils peuvent choper le title shot. Et je verrais bien ces gars-là se dire, bah allez, vas-y, je vais tenter ma chance en light heavyweight. En plus, ils ont du mal à faire le cut, que ce soit Paulo Costa ou Yoel Romero, surtout Romero, qui a eu du mal toute sa carrière. J'imaginerais bien Yoel Romero se tenter un dernier run chez les light heavyweight, affronter un gars. En plus, le top 10, c'est pas blindé de talent, il y a des gars qui sont prenables, hein, que ce soit Johnny Walker, Rakic, Uzdemir, je pense qu'ils sont forts, mais ils sont prenables par des gars comme Romero ou Costa. Et si ces gars-là, Romero ou Costa, mais il y en a d'autres, hein, gagnent, je pense qu'ils peuvent passer devant pas mal de monde pour un title shot parce que leur nom est plus connu. Donc j'imagine bien un des deux, donc Paulo Costa ou Yoel Romero, passer en light heavyweight pour tenter leur chance, voire les deux, qui sait. D'autant que Paulo Costa, il vient de perdre de façon très sévère, je passe sur le dernier match, de façon très sévère contre Adesanya. J'avais dit que je pensais que ça serait un match de légende, soit parce qu'il y aurait un KO rapide et on serait là, waouh et tout. Et c'est plutôt ce qui s'est passé, même si ça n'a pas été exactement genre le KO très rapide dans le premier round expéditif. Mais c'est quand même waouh, parce qu'Adesanya est hyper impressionnant avec cette performance. Soit ça va être un match avec plus de côté épique et tout ça. Je pense que Paulo Costa a eu la bonne approche tactique sur le fait de ne pas y aller comme un bourrin, d'être un peu plus dans une espèce de finesse avec des explosions. Mais là où il a merdé pour moi, c'est qu'il n'a pas intégré la menace des takedowns. J'avais dit que c'était une clé pour lui, parce qu'évidemment, dans un match de kickboxing, Adesanya va gagner tous les jours. S'il mélange les takedowns, s'il avait créé une menace autour de ça, je pense qu'il aurait pu embêter Adesanya. Et moi, j'aurais centré mon entraînement, si j'avais été Paulo Costa, là-dessus. J'aurais centré mon entraînement dans comment scorer des takedowns sur Adesanya. Et si ça passe pas, de toute façon, tu vas implanter dans l'île d'Adesanya qu'il faut qu'il fasse gaffe à ça, et ça va te donner des ouvertures debout, et ça va limiter l'arsenal d'Adesanya. Là, il est resté un peu devant lui, un peu trop statique. En plus, il tournait pas à l'extérieur des jambes droites et bras arrière de Adesanya. Et du coup, c'était super dangereux. Et il a fait ce qui était logique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il était en difficulté, il s'est mis à attaquer à ce moment-là, et c'était un peu tard. Il était plus aussi frais et sa jambe était endolorie, je pense vraiment. Et du coup, l'avantage psychologique était pris par Adesanya et du coup, il s'est retrouvé pris par un KO normal. Très impressionnant de la part d'Adesanya qui fait une performance qui laisse penser que ce gars-là peut être vraiment champion très longtemps. Il est en plus en train de un peu balayer la division parce que maintenant que tu as battu Whittaker, Romero et Costa, au niveau des gros challengers, c'est pas la même. Là, il a dit que ce serait Cannonier si Cannonier gagne contre Whittaker. Bon, déjà, il va falloir que Cannonier batte Whittaker, c'est pas gagné. Darren Till, il vient de prendre une défaite contre Whittaker, donc il n'est pas en position. Mais il va affronter Hermansson, mais même si bat Hermansson, est-ce qu'il aurait le title shot, je sais pas trop. Donc là, il est relativement serein, Adesanya, parce qu'en plus, le style de match-up lui va plutôt bien. C'est des strikers qui vont vraisemblablement pas chercher des takedowns. Alors Cannonier peut-être, je sais pas trop. Mais en plus, il avait déjà battu Derek Bronson qui a battu Shabazian. Donc il est en train de nettoyer la division Adesanya. Donc à suivre, mais c'est un gars qui peut clairement, on peut le dire maintenant. Avant ça, c'était difficile. Parce que Vignorin, sa défense de titre contre Romero était vraiment pas convaincante. Là, on peut dire que c'est un gars qui a tout à fait le potentiel, le style pour établir un règne de champion middleweight très long, très dominant. Donc à suivre de très très près. Et voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire parce que finalement, la manière dont il a gagné, elle apparaît nettement. Je crois que vous l'avez tous compris. Il était très dur à toucher à Adesanya et il arrivait tout en se faisant pas toucher à trouver des ouvertures. Parce qu'en fait, pour résumer en gros, hein, peut-être d'une autre manière que comment d'autres personnes pourraient vous le dire,
En fait, Adesanya, sa priorité, c'est de ne pas se faire toucher. Et dans le jeu de ne pas se faire toucher, il voit des endroits où il y a des petites ouvertures où lui, il peut mettre une touche. Et en fait, il joue comme ça, c'est-à-dire qu'il il se met en distance de striking, il voit ce que l'autre fait, et s'il peut jouer en contre, bah, il joue en contre. Ou alors il commence à faire des feintes, il voit comment l'autre agit, il se dit là je peux mettre une frappe sans me faire toucher, donc je l'envoie, comme le low kick. Et il avance ses pions comme ça. Donc il est très compliqué à jouer debout. Et on sent qu'il est très serein, c'est-à-dire qu'il a vraiment cette lisibilité où il se dit là, la part de risque, si je tente ce coup-là par rapport aux chances que l'autre me touche, elle est petite, donc je peux y aller, etc. Donc je pense que le gars qui battra Adesanya sera quelqu'un qui mélange dans son combat davantage clinch, menace du takedown, striking. Le meilleur exemple, et c'est le match qu'il faut aller regarder d'Adesanya à mon avis si vous ne l'avez pas vu, c'est le match contre Marvin Vettori. C'est le match où il a eu le plus de mal avec le match contre Gastelum. Et alors Gastelum n'a pas tellement mélangé, mais je pense que la menace était un peu inconsciente pour Adesanya. Mais Vettori est un peu plus engagé dans le clinch. Mais voilà, je pense que ce serait ça la clé plus tard. Et je pensais que Costa allait s'inspirer de ce qu'a fait Gastelum et surtout Vettori. Et surtout qu'il a un profil un peu comme Vettori de taureau comme ça qui avance. Et j'ai cru qu'il allait faire ça au début quand il était un peu à distance, mais finalement il est resté un peu trop statique. Il a peut-être trop attendu avant d'initier les choses. Et il a été très balourd dans ses attaques. Donc je suis un peu déçu parce que je pensais que le match serait plus épique que ça. Mais je suis toujours content de voir un champion conservé de façon impressionnante parce que ça monte la cote du champion. Et donc automatiquement, le gars qui le battra aura une cote plus grande. Enfin voilà, ça fait monter un peu tout le monde et toute la division. Donc ça, j'aime bien. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Oh, ah oui, un petit dernier commentaire. Jusqu'à ce combat, j'aimais beaucoup Adesanya. Mais je sais pas pourquoi vraiment. J'ai pas mis le doigt sur le truc. Mais le sentiment, je l'ai trouvé assez antipathique dans sa façon de célébrer sa victoire. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Il avait vraiment l'air hyper content, mais sa façon de célébrer sa gloire et sa joie était assez repoussante. Donc un peu bizarre aussi ce qui se créait aussi autour du personnage Adesanya. Mais c'est peut-être juste là, peut-être qu'il va redescendre sur Terre et être beaucoup plus sympathique à écouter dans les prochains jours. Mais ouais, ça m'a un peu... J'arrive pas vraiment à comprendre ce qui fait que ça m'a gêné, mais je sais pas, il avait pas ce côté sportif un peu humble. Il y avait un truc qui était bizarre, mais en même temps, il avait pas l'air d'être un peu comme McGregor qui en fait vraiment des caisses dans The King is Back ou machin. Il était un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui m'embêtait un peu. Euh, ouais, voilà. Bon, de toute façon, j'étais pas un énorme fan d'Adesanya, mais je l'avais plutôt, voilà, je le voyais plutôt comme un gars un peu simple, un peu sympathique, fan de manga, machin, parce que j'avais lu des trucs sur lui. Là, bon, voilà. En tout cas, euh, gros champion Adesanya, très intéressant la suite pour lui. Très intéressant les retombées aussi pour voir ce que va faire Costa. Je le verrai bien passer en light heavyweight comme j'ai dit. Et puis je vous retrouve très bientôt parce que je vais m'arrêter là pour de nouveaux pronostics probablement et aussi pour la vidéo dont je vous ai parlé depuis pas mal de temps, la vidéo des plus gros prospects dans le monde aujourd'hui. J'ai un peu ma liste de prête. Je vais voir quand est-ce que je fais cette vidéo. Vraisemblablement, je pense qu'il y a des chances que je la fasse, je dirais, jeudi. Voilà, donc je vous dis à jeudi, possiblement. Et puis si c'est pas le cas, bah, peut-être que jeudi je vous parlerai du prochain Fight Night selon mes envies ou autres. Donc à bientôt. Merci de m'avoir écouté.